Les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, Legend Game. Petit bond hors période libéraux, une fois n'est pas coutume. On revient à l'été 2018, lorsque nous étions sûrement tous dans les rues de nos villes, ou villages, ou bourgades, pour célébrer l'arrivée d'une deuxième étoile sur la tunique des Bleus. Enfin, quasiment tout le monde, il y a toujours une ou deux personnes dans notre entourage qui a préféré rester chez elle pour regarder une CIS par exemple. Des rues bondées, une communion que nous n'avions pas forcément ressentie en 98, faute de pouvoir être suffisamment grand pour en avoir conscience, ou alors pour aller dans les bars avec naturellement tous nos potes. De ce soir de l'IS en 2018, une phrase est surtout rapidement arrivée qui nous a fait oublier le chant pas terrible sur Benjamin Pavard. C'est comme en 98. Bon, peut-être pour la fête, pas pour le match. Pléiade de stars brésiliennes, doublé historique face à une grande première, finale à domicile, et une finale Gilles Christ avec un contexte qui est même complètement différent de 2018 et que tu vas nous rappeler de ce pas. Mais en fait, c'est le match de tous les matchs que j'ai pu regarder dans ma vie. C'est le match sur lequel c'est difficile d'avoir un recul froid en termes émotionnels. Parce que même quand je revois le match aujourd'hui, je suis obligé de revoir ce qui s'est passé 1 heure avant le match. Donc revoir le défilé Yves Saint-Laurent, de revoir le journal de Claire Chazal, de revoir donc l'avant-match. Le tifo. Voilà, avec Roger Zabel, tu vois. Je suis obligé de faire tout ça avant de regarder le match. Et même quand je regarde le match, c'est pas... Voilà, donc je sais comment ça va se passer. Et c'est difficile en fait de se mettre dans un contexte où, à froid, tu donnes ton avis sur un match qui est une finale de Coupe du Monde, donc il y a un enjeu particulier et dans lequel tu dois te dire telle équipe a mieux joué que l'autre et dans quel contexte ça s'est fait. Mais quand on est amené à le faire, en fait ça avait l'air tellement évident en fait que ce match dans son déroulé, aussi le déroulé dans le fil de la compétition, que la finalité de ce match était vraiment logique en fait. Et qu'elle va dans le sens de l'histoire. Le score, en fait, est aussi le sens de l'histoire et le sens de tout ce qui s'est passé durant un mois de Coupe du Monde. Moi, j'ai un rapport différent avec ce match-là. Je me souviens très bien, moi j'habitais en Algérie à ce moment-là. Reda. Oui, et donc l'équipe de France, c'était pas forcément l'équipe que je supportais. Et en fait, je ne supportais pas non plus le Brésil. À ce moment-là, la légende, la star de tout le monde, celui que tout le monde attendait, c'est Ronaldo. Donc moi, c'est un contexte en dehors des frontières françaises. Pourquoi j'attendais ce match-là? Pour Ronaldo. Parce qu'en 94, on est beaucoup trop petit et puis il joue pas. 98, il fallait que Ronaldo gagne le titre mondial pour définitivement montrer qu'il est le meilleur de tous. Et en fait, ce qui se passe à ce match-là, c'est que quand on regarde de plus près les compétitions des deux équipes, au départ, c'est du 50-50 concrètement. Ça veut dire que vous avez une équipe brésilienne qui est favori, tout le monde attend que cette équipe fasse le doublé. Et puis vous avez cette équipe française qui monte en puissance et qui a plein de signes positifs qui nous font dire que, comme le disait Chris, peut-être qu'elle va finalement aller au bout. On gagne au penalty, il y a le doublé de Thuram qui vient de nulle part. Ça veut dire qu'il y a aussi le but en or contre le Paraguay. Normalement, quand tu es français à ce moment-là, tu te dis qu'il se passe quelque chose. Et c'est ce qui va se passer. 3-0, battre 3-0 l'équipe du Brésil, c'est à la hauteur de tous ces petits signes qu'il y a eu durant la compétition. Surtout en finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Raphaël, toi, tu as un rapport qui est encore complètement différent par rapport à cette finale et même l'équipe de France par rapport à Gilles Christ et à Reda. Alors pour revenir à ta petite introduction de début, donc c'est la seule finale, la seule victoire des Bleus que j'ai vue à la maison parce que l'été dernier j'étais pas en France, donc ça a été le seul souvenir victorieux d'équipe de France de mon vivant. Pas l'Euro 2000 ? En Coupe du Monde je parle. Ah, en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, ouais, c'est vrai que j'ai pas précisé l'Euro 2000. Enfin, date d'enregistrement. C'est ton seul souvenir exactement. de victoire des Bleus. On sait jamais, le podcast étant intemporel. Exactement, jusqu'à la nuit des temps, bref. Je pense que ce débat, on aurait dû le poser à des personnes non françaises et non brésiliennes. C'est-à-dire que pour moi, toute finale de Coupe du Monde est un match de légende, on peut pas le nier. C'est surtout quand l'équipe à domicile l'emporte avec un tel score, 3-0, doublé Zidane, il y a beaucoup de choses légendaires. Mais comme Reda, moi j'ai jamais vécu en Algérie, mais encore aujourd'hui j'ai jamais eu cet amour de l'équipe de France. J'ai pas cette irrationalité en propos, un peu plus de détachement qu'un Français lambda supporter de l'équipe de France.
Mais pareil, j'attendais le R9 qui a été mon idole d'enfance, ma référence, pour moi, c'est comme s'il n'était pas sur le terrain, parce qu'on connaît tous, crise d'épilepsie, on savait pas s'il pouvait jouer. C'était son cousin qui a joué ce soir-là. On sait qu'il y a eu beaucoup de choses irrationnelles lors de ce match. Et pour moi, la France n'a pas eu un niveau extraordinaire au vu du score contre le champion du monde en titre, avec énormément d'occasions ratées. Le match, il finissait à 6-7-0. Je dis pas que c'était pareil, mais énormément d'occasions ratées. Donc on se dit que même avec une équipe de France, même pas 5 étoiles, il y a eu 2-0 à la mi-temps. C'était serein. Même à 10 avec l'exclusion de Saï, personne doutait. Disait Gilles Christ, c'était écrit. On savait. Voilà, c'est pour ça que pour moi, voilà. Je disais en off à Reda, pour moi ce match, voilà, si on n'est pas français, c'est pas un match de légende, et voilà, le contexte est un peu surcoté. Je veux pas faire mon vieux con non plus, mais non, mais en prenant le vue d'ensemble, en étant loin des considérations françaises. Si c'est ce que tu veux dire. Oui, voilà, si c'est un huitième de finale, on s'en fiche quoi. C'est juste parce que c'est la finale, c'est à domicile, mais si je prends vraiment ce match en tant que tel, j'oublie, je suis ni brésilien ni français, je suis un gars, je débarque de la planète Mars, je regarde le match, on me dit que c'est une finale, c'est une grande fête, c'est rigolo. C'est un bon match. Il y a une belle perf de quelques joueurs. Faut souligner Leboeuf qui remplace au pied levé le blanc qui a pris un rouge. Bon, voilà, je veux dire quelque chose de positif, mais à part ça, il y a rien de waouh quoi. Il y a rien de waouh. Gilles Christ, waouh ou pas waouh? Non, en fait, je comprends ce qu'il veut dire Raphaël, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que voilà, il y a quand on a l'impression de voir un match de championnat, voilà, qui se joue donc simplement 2 coups de pied arrêtés, une contre-attaque en fin de match. Bon, voilà, quoi de plus classique. Mais voilà, pourquoi il est légendaire ce match quand on n'est ni français ni brésilien? Parce qu'en fait, une finale de Coupe du Monde, jamais une finale de Coupe du Monde s'est terminée sur un 3 buts d'écart avec 0 but pour le, par exemple. J'allais te reprendre, c'est pour ça. Non, mais t'inquiète pas, je sais de quoi je suis en train de parler. Mais, et surtout, donc, à chaque fois qu'il y a eu un gros écart, donc, en finale de Coupe du Monde, la mi-temps a toujours été serrée. Par exemple, les Brésiliens en 70, il y avait 1-1 à la mi-temps. Par exemple, même les Argentins, quand il y a eu 2-0, les Allemands sont remontés à 2-2 avant de revenir. Brésil-Suède, il y avait déjà un gros score, je crois. Il y avait déjà un gros score à la mi-temps. Je crois qu'il y avait 3-1. On va dire du temps de la Coupe du Monde de la FIFA, pas de la Coupe de Jules Rimet. Voilà. Parce que sinon, on rappelle. On peut revenir au miracle de Berne. On peut revenir. Mais une Coupe du Monde, c'est une Coupe du Monde pour moi. Non, mais tu vois, mais en fait, là, on est dans un contexte où en fait, il y a déjà 2-0 à la mi-temps. Et en fait, il n'y a pas match. Dès les 45 premières minutes, il n'y a pas match. Sur la deuxième période, il y a pas match aussi. Et en fait, moi, ce que je reproche aux Français, et je sais que voilà, des gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, c'est que les Français ont trop respecté les Brésiliens sur la deuxième mi-temps en se disant, tiens, il y a 2-0, on a 2 buts d'écart, on peut fermer la boutique et attendre que ça se passe. Moi, je pense que les Français, ce qu'ils auraient dû faire, c'est, ils auraient dû monter. S'ils avaient une occupation de terrain qui était un peu plus haute, ils auraient pu avoir les 6 et 7-0 qu'on aurait pu parler. Mais tu te rends compte quand même que là, énormément d'occasions, même en deuxième mi-temps, que ce soit Guivarch, Dugarry, tu te rends compte que il y a des bémols à faire sur la prestation tactique des Blancs en deuxième mi-temps. C'est dire comme qu'en face l'adversité n'était pas. Offensivement, oui. Christ. Mais même la contre-attaque du 3-0 du Gary, j'ai jamais vu une contre-attaque aussi lente. Pourtant, en 3 passes, Petit, il est au 18 mètres, il marque. Enfin, tu vois, voilà, moi j'ai vraiment été déçu par le Brésil et tout le contexte, vraiment. Alors, pourquoi? Moi, je dirais, c'est vrai que nous, on regarde ce match-là parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Ronaldo, etc., que les joueurs n'ont pas joué ce match dans un contexte, ils l'ont joué dans un contexte très particulier. Moi, je veux pas sous-estimer aussi peut-être l'incompréhension chez les uns et chez les autres. Effectivement, on voyait les Brésiliens jouer avec un regard inhabituel chez eux, un peu effrayé, un peu dans l'incompréhension. 80 fois, ils sont champions du monde quand même. Mais non, je te parle de ce match-là précisément parce que c'est pas le Brésil qui a joué contre les Pays-Bas qui a joué contre la France, parce que tu regardes les yeux de Roberto Carlos, tu regardes les yeux de Cafu, ils sont pas dans leur match. Et peut-être qu'effectivement, nous, en tant que Français, on gagne 2-0 à la mi-temps, peut-être que dans ta tête, tu préfères te dire attention, il faut maintenir ça, il faut pas s'enflammer, etc. Donc ce qui fait qu'on va pas chercher le 6-0, mais aussi on peut se demander comment ça se fait qu'on gagne 2-0 contre le Brésil. Parce qu'en quoi ce match n'est pas surcoté? Parce que c'est une finale de Coupe du Monde et il y a le Brésil. Et le Brésil est quasiment systématiquement finale de Coupe du Monde. À l'époque, le Brésil, c'est l'ogre qu'il fallait battre pour être le meilleur du monde. Et en plus, dedans, il y a Ronaldo. Donc il faut faire attention quand même. S'il y a un vrai contexte particulier d'avant-match,
que l'on saura après, mais à partir du C'est moment clair. où le Brésil joue une finale de Coupe du Monde, c'est en soi déjà un match à ne surtout pas perdre et à gagner pour Ouais, rentrer mais Et définitivement dans est-ce que les parcours aussi des Français et des Brésiliens entretiennent ce côté-là que tu rappelles à l'instant, Reda, du attention 2-0 mi-temps, c'est bien, on va pas trop s'enflammer, parce que les Français quand même ont des matchs compliqués contre le Paraguay, contre l'Italie. Tous les matchs ont été, à l'exception des matchs de Croatie aussi. groupe, à l'exception Ouais. des matchs de groupe qui étaient pas Oui. non plus, Ou pas. mais à élimination directe, les Croatie. Français ont quand même eu des matchs très compliqués, alors que les Brésiliens ont peut-être montré un peu plus de maîtrise dans le jeu, notamment sur le plan défensif. Il y a Après- peut-être ça aussi qui Maîtrise joue sur le plan défensif. Ouais, Danemark, que c'est vrai que les bleus, Danemark- que les bleus. En tout cas, moi j'ai trouvé. La force des Bleus Après- défensivement, par exemple, contre les Italiens, c'est une leçon de football. Ouais, c'est Après, Oui, ok. Et quand on va la comparer directement, par exemple, Paraguay, pas forcément une Mais parce grande que- maîtrise. mais parce sur la qu'en- demi contre la Croatie, pas parce forcément. qu'en fait, grande Ouais, mais c'est c'est nous la qui faute devons faire d'un le jeu, joueur en fait. contre la Croatie. Parce qu'on doit faire le jeu en fait contre les Croates, et donc là en fait défensivement c'est pas ça qui nous occupe en fait. C'est voilà, contre les Italiens il fallait défendre, ça a été très bien fait. Contre les Croates ça a été bizarre ce match-là, mais donc en revenant sur ce match-là contre les Brésiliens, ça a été très bien fait la défense. Voilà, parce qu'en fait quand on voit cette équipe donc du Brésil qui joue contre la France, en la comparant à l'équipe qui a joué la demi-finale, c'est une équipe qui est beaucoup plus haute sur le terrain, les Brésiliens, mais qui n'arrive pas à faire de différence. Parce que les Français les attendent, et voilà, Ronaldo n'arrive pas à prendre de la vitesse, et surtout, voilà, il y a des joueurs comme Rivaldo qui a été très bon sur l'ensemble de la compétition, qui n'arrive pas à faire de Et différence. que dire de Leonardo qui a été sorti à la pause? Leonardo Oui. est totalement méconnaissable. Mais connaissable. c'était vraiment- Mais après, quand je vois Leonardo, à part une action qu'il fait contre le Chili où il arrive à se sortir de 2-3 joueurs, je vois pas chez Leonardo une compétition aboutie. Il accompagne en fait Rivaldo, Ronaldo Et Bebeto. et Bebeto dans une moindre mesure, voire je pense que l'apport d'un joueur comme Denilson dans cette équipe a été non négligeable, et il va s'avérer encore plus important donc dans l'édition suivante. Mais cette équipe du Brésil, franchement, tu la regardes en termes de maîtrise, c'est toujours carré. César Sampaio, Dunga, c'est toujours Sampaio d'ailleurs, joueur défensif, mais il a mis mais 3 buts. qui a mis 3 buts parce que Ouais. voilà, qui a marqué contre les L'Écosse et contre les Chiliens. doublé contre le Chili, Exactement, ouais. donc mais voilà, en fait ils ont joué leur football de telle manière voilà qu'à ce qu'ils soient là, mais on se dit pas que le Brésil a fait une grande prestation, à part peut-être sur la demi-finale. Surtout Ronaldo, tu vois, qui fait son meilleur match Même en de la huitième. Coupe du Monde en demi-finale, mais qui en finale est méconnaissable. Même en 8ème, il faut en est contre le Chili. Ils ont fait un très gros match. Le Chili, attention, le Chili c'était un gros client à l'époque, et ça l'est toujours d'ailleurs. Pour revenir sur la finale quand même, on a beaucoup parlé de Ronaldo sur la finale, notamment à l'instant, qui n'arrivait pas à prendre de la vitesse, qui n'a pas pris de différence. On connaît maintenant son contexte aussi en avant-match, mais Zidane finalement. C'est Zidane qu'on retient de cette finale. Gros match de Zidane, parce que hormis ses 2 buts sur coup de pied arrêté, moi je trouve vraiment, on disait aussi tout à l'heure, il a décidé quelques passes qui auraient pu être décisives, même en première et aussi en deuxième mi-temps. Sur les rares offensives concrètes françaises, il a toujours été présent, il a toujours semé un peu cette zizanie, la transition avec le milieu à 3, faut le noter aussi, 3 milieux défensifs instaurés par Jacquet à partir des quarts de finale. Donc là Zidane, il retrouvait vraiment aussi sa liberté qu'il avait à la Juventus à ce moment-là, donc ça lui permettait de mieux s'exprimer. Et aussi, on le rappelle aussi, il avait pris le carton contre l'Arabie Saoudite, donc il avait quand même des choses à se faire, enfin il devait se faire pardonner d'un match assez terne contre l'Italie notamment. Après, l'Italie fait quand même un match. Ouais, mais c'était un match plutôt intéressant aussi. défensif, donc il n'a pas pu se mettre en avant. Pour ce qui est de la finale, moi je retiens plus, on va dire, Djorkaeff que Zidane, même si c'est vrai que Zidane a fait son match. Mais ce qu'on retient de Zinedine Zidane finalement, ça va être qu'il va profiter de ce doute brésilien. Et ce doute brésilien, il s'est vu sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Mais Jacquet avait dit que les Brésiliens avaient des faiblesses, et c'est lui qui devait s'occuper du marquage individuel de Zinedine Zidane. Au départ, c'est Ronaldo, mais ensuite on a dit qu'il fallait que ce soit Edmundo qui le fasse, et puis finalement c'est Ronaldo. Et quand vous regardez bien, Ronaldo il fautif 2 fois sur les buts de Zinedine Zidane sur les corners. Ouais. Et ce qui fait que Zinedine Zidane ce jour-là est très intéressant, c'est qu'il a réussi à exploiter la faiblesse mentale et le moment de doute de l'adversaire. Sur 2 coups de pied arrêtés, 1 fois, 2 fois, et ça suffit. Et ça qui est extraordinaire, ça veut dire que
ce n'est même pas le Zidane qu'on connaît qui a gagné cette Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a marqué de la tête. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a même pas fait sa notoriété. C'est quelqu'un qui a marqué sur corner, sur coup de pied arrêté, alors que normalement c'est lui qui doit aller tirer les corners. Donc c'est vraiment très spécial. Même lui, je sais pas, dans sa carrière ou dans sa manière d'aborder les choses, ce jour-là, il marque en finale. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand il joue la finale de la Coupe du Monde 98, Zinedine Zidane est perçu, notamment par les Italiens, comme un joueur qui ne marque pas en finale, qui ne fait pas gagner les finales, puisqu'il vient d'en perdre 2 d'affilée, alors qu'avant son arrivée, la Juve avait gagné. Et là, ce jour-là, Zidane entre définitivement dans la légende. Il rentre dans la légende comme d'autres rentrent dans la légende. Moi, j'ai envie aussi de saluer aussi le match que fait Didier Deschamps lors de cette finale, qui n'a rien à voir avec le match qu'il a fait contre la Croatie. Contre la Croatie, jouer avec le frein à main. Contre l'Italie, pour moi, c'est le meilleur français, Deschamps. Ah, mais en fait, il est dans la lignée. En fait, ouais. il est plus. Voilà, donc le Deschamps qu'on a vu contre l'Italie et le Deschamps qu'on a vu contre le Brésil, voilà, il semble cohérent. Mais en fait, la cassure qu'il y a eu avec le match contre la Croatie, où il a peur de prendre un carton jaune et dans lequel il joue avec le frein à main, fait qu'on a des doutes quand même sur Deschamps. Est-ce qu'il va tenir le coup, etc. Et sur cette finale, il montre, avec son agressivité habituelle et donc sa façon de récupérer les ballons aux côtés de Karambeu et Petit sur la première mi-temps, qu'il est dedans, même s'il prend un carton jaune et qu'il est suspendu pour le match contre l'Autriche. Donc au mois d'août, bon voilà, c'est pas un problème puisque voilà ça reste anecdotique, mais voilà, il est dans son match. En fait, il fait son match et c'est, je pense, la clé en fait qui permet justement au fait que si Deschamps il est en forme, Zidane il peut être en forme. Et voilà, qu'après la France gagne. Mais petite anecdote, Zidane, c'est quand même incroyable. Tu disais, voilà, 2 têtes, alors que c'est pas son point fort, mais même en 2006, il a failli décider du sort de la finale par une tête. Enfin, je me dis, c'est. C'est un coup de tête encore. Oui, aussi, mais là, je parlais vraiment sur sportivement parlant, encore une fois, là, j'y pense, c'est vrai que, pour revenir au sujet précédent, c'est la légende, quoi. Il décide sur des faits inhabituels. Pour revenir juste sur Deschamps, c'est vrai qu'il y a ce match contre la Croatie où il est aussi à bout de souffle. Ce match contre la Croatie, il est vraiment extrêmement fatigué. Il fait un match exceptionnel contre l'Italie parce que lui aussi, il veut montrer que ce qu'il apporte à l'équipe de France, c'est-à-dire toutes ces choses qu'il a apprises en Italie, il veut les mettre au service de la France. C'est quoi de mieux que de les mettre en pratique contre l'Italie. Donc il essaye aussi de montrer le bon exemple contre le Brésil et notamment sur la puissance mentale que tu dois, la supériorité mentale que tu dois faire sur l'adversaire. Et Didier Deschamps sur ce match contre l'équipe de France, contre le Brésil, il veut leur faire mal. Ça veut dire que si on doit leur mettre 2-0, à la mi-temps, c'est pas grave. Voilà, on est plus fort qu'eux. Et c'est aussi cette supériorité mentale de Deschamps qu'il a sur ses joueurs, qu'il a mis sur les Brésiliens. Mais vous évoquez énormément d'apport personnel des joueurs sur le plan mental, sur le plan tactique, mais c'est plus une victoire finalement des 22 garçons convoqués, parce qu'il y a eu les remplaçants qui ont forcément apporté dans le groupe. Donc c'est plus une victoire des 22 garçons impliqués qui ont chacun amené leurs petits trucs, leurs expériences de club et de championnat étranger, ou la victoire finalement d'un sélectionneur qui était Aimé Jacquet. Est-ce que ça va pas ensemble? Ou est-ce que c'est complémentaire? Parce que dans la mesure où la force d'Aimé Jacquet, c'est de constituer un groupe et de se mettre totalement à son service et de le protéger. Il a été fidèle à des joueurs qui étaient critiqués par tout le monde pendant longtemps. Ce qui est intéressant avec Aimé Jacquet, c'est qu'il a su aussi comprendre qu'est-ce que ces joueurs pouvaient lui apporter, ils pouvaient apporter à son équipe. Parce que quelque part, Jacquet fait partie de cette génération de Français qui perdent. Et donc, l'apport de ces joueurs, on le disait tout le temps, oui, c'est les Italiens, qu'est-ce qu'ils nous apportent, qu'est-ce qu'ils nous apportent. Il est parti chercher ces joueurs, ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe de France, cette grande nation du football, à qui il manquait quelque chose pour pouvoir gagner. Donc c'est mettre en place une vie de groupe parfaite pour aller jusqu'au bout. C'était peut-être le seul à y croire, mais il a fait comprendre à ces joueurs qu'il fallait y croire également. Et il est parti chercher ce qu'avaient les joueurs. En fait, quelque part, il a plus appris de ses joueurs que lui ne leur a appris. Et c'est une façon managériale qui est très intéressante. Ouais, puis en plus de ce que tu as dit, on rappelle aussi que Aimé Jacquet a fait des choix forts, très critiqués par la presse, surtout par le quotidien numéro 1 français. Avoir choisi des joueurs et faire confiance sur la jeunesse et avoir écarté des joueurs comme Ginola ou Eric Cantona. Donc c'est vraiment, il s'est basé sur l'Euro 96 pour consolider ce travail.
un peu comme Didier Deschamps avec l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018, mais vraiment il a basé il a établi ses bases sur plusieurs années, il les a défendues, il a inculqué une philosophie et c'est pour ça qu'on peut pas épargner Jacquet du sacre, parce que si ça avait été un autre entraîneur, personne peut affirmer que la France aurait été championne du monde cette année-là. Justement, pour revenir justement sur l'Euro 96 qui a été une base de travail, le 4-3-1-2 là qui a été mis en place donc à l'Euro 96 et qui a fait l'unanimité donc en 98, il a été très critiqué et même on a même reproché à Jacquet d'avoir fait perdre à la France l'Euro 96. Donc voilà, un pays qui a une certaine idée du football en pensant que elle a la possibilité de gagner l'Euro 96 comme ça. Surtout qu'il sort de la phase qualif de 93 un gros fiasco et qu'il perd au pénalty en plus. Donc, exactement, voilà, tu vois. Donc ils disent que c'est à cause du coach qu'on a perdu l'Euro 96 alors que tu vois, alors qu'ils font une demi-finale. Ils font une demi-finale de compétition qu'ils perdent au tir au but. Et voilà, donc à partir du moment où Jacquet en fait lui dit qu'à partir de l'Italie, on revient au 4-3-3, au 4-3-1-2 pardon. Voilà, donc c'est ce qui fait que aujourd'hui on glorifie cette équipe-là, mais c'est vrai que à l'époque, peut-être qu'on était trop petits pour s'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui a été vraiment très difficile à faire admettre aux gens en fait. Et donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre, et que en fait sur cette finale, ça a été même l'aboutissement, le bouquet final en fait de cette mentalité-là, donc de solidité défensive qu'il faut avoir et de rigueur qu'il fallait avoir donc pour le très très haut niveau. Plus grand match de l'équipe de France dans son histoire? Non. Ça dépend dans quel registre on parle, mais c'est le plus grand. En fait, pour moi, c'est le plus beau. Après, c'est pas le plus beau. Alors, je vais vous reposer la question différemment. On va dire, pour l'éternité, oui ou non? Oui. Oui. C'est le numéro 1 sans contestation possible. Donc, symboliquement, oui. Est-ce que dans le symbole, on va dire que c'est le plus grand match de l'histoire? De l'équipe de France, oui, mais pour moi, j'ai pas de doute là-dessus. Pour moi, c'est le plus grand match de l'équipe de France. Oui, non. En tant que, franchement, si on parle de symbolique et en tant que Français, oui, évidemment, il y a même pas de débat. En fait. Dans le symbole aussi, Gilles? Dans le symbole, mais une victoire en finale de Coupe du Monde. À domicile. Et la première. La première. Oui. 3-0. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Contre l'ogre, oui. Contre l'ogre, mais c'est comme dans les matchs d'arcade. Ouais, voilà, l'équipe que tu joues en finale, c'est le Brésil. Le niveau 37, oui. Voilà, exactement. Le boss, c'est le Brésil. Et tu bats le boss. Donc oui, c'est de quelle le manière? plus beau en fait de bien sûr. Il y a Zidane qui... Non, si, bien sûr. Voilà, mais après, sportivement parlant, moi je retiens même des matchs en termes de qualité pure sportive, que ce soit le France-Espagne de 2006. Après, encore avant, c'est même pas le meilleur de la Coupe du Monde 2006. Ouais, en plus, mais il y a même le France-Brésil. Enfin, il y a plein de matchs. Le France-RFA de 82. Enfin, il y a plein de matchs sportivement parlant. Oui, mais si au final, ils gagnent la première Coupe du Monde de leur histoire, c'est la France. On a attendu 1998. On est une grande nation du football avec des grandes joueurs. Mais là, on parle de la symbolique, là. Mais la symbolique, tu vas la chercher. Tu vas la chercher sportivement. C'est pas quelque chose qu'on te donne. Et sportivement, on a montré, les Français ont montré une domination totale contre le Brésilien invaincu. Ça, on le sait tous. Il n'y a même pas débat en fait. Sur cette question, il n'y a même pas débat en fait. Bon bah dernière question, il n'y a pas débat, donc réponse courte du coup, tache noire pour une génération brésilienne qu'on considérait une génération en or? Pour moi c'est une péripétie, on va le voir. Surtout une péripétie. Une péripétie dans le parcours, puisque en fait dans la continuité donc des compétitions qui ont suivi donc ce mondial là et dans ce qui s'est passé avant, c'est une défaite, c'est un accident de parcours, mais ça n'a pas entaché ça arrive. Le point noir vraiment, c'est que s'ils gagnent la 98, 3 Coupes du Monde de suite, ils allaient faire 3 Coupes du Monde de suite. Après, on peut pas deviner, mais bon, voilà. Voilà. Disons qu'ils gagnent avant et ils gagnent après. Les Brésiliens, pareil en Copa América, c'est un petit, ils ont trébuché.